Samedi 25 mai 2024, une table ronde avait lieu à la librairie Ombre Blanche dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir du 22 au 26 mai 2024 et de sa thématique pérenne Écrire l'histoire. Intitulée Exil, engagement, littérature, cette table ronde réunissait l'écrivaine et traductrice de textes antiques Marie Cosnet et Elias Sambar, historien et homme de lettres, engagé auprès de plusieurs institutions pour la Palestine, telles que l'UNESCO, dans un échange co-animé par Isabelle Keller-Privat, professeure de littérature anglaise à l'Université de Toulouse-Jean Jaurès, et Isabelle Lacoula-Bart, historienne contemporanéiste à Sciences Po Toulouse. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour Marie, bonjour Elias. Marie, vous êtes traductrice de textes antiques, vous avez traduit les Métamorphoses d'Ovide. Vous êtes écrivaine, vous êtes aussi citoyenne très engagée dans l'accueil des migrants. Et c'est ce qui a donné lieu à la publication des 3 ouvrages là, qui sont sur nos tables. Des îles, Lesbos, les Canaries, les îles Faisan et la mer d'Alborán. 3 volumes publiés aux éditions de l'Ogre. Je faisais passer les livres pendant ce temps-là. Alors, Elias Sambar, ça va être difficile de vous présenter parce qu'on pourrait dire beaucoup de choses. Vous êtes écrivain, historien, traducteur. Vous avez été aussi ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Donc, un engagement fort et c'est au cœur de la thématique qu'on va aborder aujourd'hui. Et vous êtes l'auteur de très nombreux ouvrages, certains plus personnel, et je pense particulièrement, j'ai ressorti Au bien des absents, hein, donc un très très beau récit qui a été publié, je crois, il y a une 20aine d'années maintenant, et des textes plus historiques, comme par exemple Figure du Palestinien, identité des origines, identité de devenir, qui vient d'être republié en poche, donc c'est folio. Et puis, le dernier texte que vous avez publié, c'est un texte dans la collection des tracts de Gallimard, La dernière guerre, Palestine, 7 octobre 2023, 2 avril 2024. Donc, vous trouverez tous ces textes, effectivement, comme Samuel l'a rappelé, sur les tables, en particulier à Ombre Blanche, bien sûr, et puis au théâtre aussi. Alors, donc on a choisi un thème un peu... qui n'est pas toujours évident à articuler, celui de l'exil, de l'engagement, de la littérature. Alors peut-être pour commencer, on peut vous demander à tous deux comment vous vous inscrivez en fait dans la littérature d'exil. Que peut, d'après vous, hein, la littérature face à l'exil? Vaste question. Hein. Et peut-être dans quelle mesure est-ce que la littérature peut nourrir un mode d'empathie qui invite à l'engagement et comment est-ce qu'elle peut constituer un premier pas vers la conscience politique? Je commence. Que peut la littérature face à l'exil? La littérature de qui? Voilà. Enfin, je ne sais pas ce qu'on veut dire par là. Alors peut-être un petit peu préciser ce que peut ma littérature face à l'exil. Pas grand-chose. Vraiment, je le dis avec conviction, en fait. Parce que quand on parle d'exil, il n'y a rien de romantique. Dans l'exil que j'ai documenté là, pendant ces 3-4 dernières années, il y a absolument rien de romantique qui serait propre à faire littérature. Puisque ce qui se passe, c'est que les frontières de l'Europe sont fermées, tant du côté de la mer Méditerranée que de l'océan Atlantique, et que des gens meurent par milliers chaque jour dans le silence assourdissant, dans un silence assourdissant. Voilà. Donc ce que peut ma littérature là-dessus, à part faire archive pour demain, et à part noter très humblement, jour après jour, si c'est possible, et en ajoutant à ce que font les autres aussi, évidemment, hein, toute cette littérature-là, un jour, sera une littérature documentaire qui nous informera sur ce qui s'est passé. Mais ce qu'elle peut aujourd'hui, dans le présent, j'ai pas d'illusion. En revanche, ce que peut la littérature des gens qui eux-mêmes s'exilent, qui eux-mêmes sont pris, qui sont survivants de cet exil-là, de cet exil bien précis-là, celle-là, elle peut quelque chose. Et elle existe. Alors on lui tend
pas trop les micros, on l'entend pas, on n'est peut-être pas au courant, mais elle est là. Et ce sont des récits qui viennent. Bonjour. C'est une question générale qui n'a que des réponses particulières. Et donc, on répond chacun à partir de son lieu et du territoire qu'il habite dans ce qu'on appelle l'exil. Dans mon cas, il y a eu une perte de monde. Donc, ce n'est pas un exil économique, ce n'est pas le fait d'avoir traversé la Méditerranée parce qu'il n'y avait pas de travail, c'est le fait qu'il y a un monde qui disparaît en 1948 et qu'on se retrouve hors du lieu et hors du temps. C'est-à-dire ce déplacement est un déplacement vers une absence qui doit donner naissance à une invisibilité. C'est-à-dire ceux qui nous ont mis à la porte rêvaient et rêvent maintenant, au terme de cette guerre en cours à Gaza, à ce que nous sortions des lieux définitivement. Ce qui ne veut pas dire nous annihiler ou nous massacrer. Ce qui veut dire sortir du lieu, c'est-à-dire ne plus être visible. Et d'ailleurs, cette histoire commence par un effacement de notre nom, N-O-M. En 1948, qu'est-ce qu'on dit? Il n'existe pas. Le présent, dans ces cas, est terrifiant parce qu'il abolit les dimensions du passé et de l'avenir. Il a quelque chose d'absolu. Ce n'est pas « il n'existe plus », ce n'est pas « ils existaient », il n'existe plus, il n'existe pas, tout court. Donc, ce qui se passe pendant de longues années, c'est un combat pour ramener notre nom, puisqu'il n'existait pas. Le nom est aujourd'hui revenu. Il nous a coûté des milliers de morts, mais plus personne ne dit il n'existe pas. Vous avez des gens qui disent ils sont infréquentables ou ils sont dangereux, mais il n'existe pas et fini. Et là, ça a pris quasiment 40 à 50 ans de combat et de sacrifice. Il y a une autre dimension dans cette histoire, qui est, une fois que vous êtes dans ce lieu très très étrange, en principe, vous savez que vous existez. Ceux qui vivent autour de vous savent que vous existez. Mais pour beaucoup du monde, vous êtes hors du temps. Et dans cette situation, vous avez deux possibilités. Il y a une première qui est terrible, parce qu'elle est quasiment imposée aux exilés qui n'ont pas les moyens de la prendre. Ce n'est pas une question de fait que certains exilés voient mieux que d'autres ce qu'il y a à faire. Et donc, je fais partie, et il faut que je le dise très honnêtement, des exilés qui ont été quand même privilégiés. Car je ne suis pas je suis dans la même souffrance, dans la même peine, mais je ne suis pas du tout dans les mêmes conditions sociales. J'ai pu développer, j'ai pu faire des choses. Donc, nous sommes une petite catégorie de gens qui ont pu, à un moment donné, ayant perdu leur monde, acquérir le monde. Donc, d'une réalité plus restreinte, il n'a pu avoir une maîtrise, une ambition d'univers. C'est pour cela que vous avez désormais, s'il y a un jour une restitution de justice et d'égalité, vous avez tout à fait des personnes, dont moi, qui peuvent dire « je rentrerai pour effacer le fait qu'on m'a mis à la porte, mais après, plus personne ne pourra m'empêcher d'aller dans le monde ». Donc, c'est une forme de choix de liberté possible qui va venir. Et cette liberté possible, ce choix, encore une fois, privilégié, c'est un truc de luxe. On n'est pas très nombreux à avoir eu ces possibilités, va vous permettre d'écrire autre chose, qui n'est pas de l'exil, qui est de la circulation dans le monde. C'est du déplacement en permanence. Mais c'est un déplacement volontaire, alors qu'on nous a mis à la porte, en nous forçant à sortir. Donc ça c'est une chose également très importante. Juste une dernière chose. Moi, ma réalité à moi est celle d'une injustice interminable. Donc nous sommes confrontés à une notion du temps qui n'est pas la même que pour beaucoup d'autres. Moi, je suis l'enfant d'un cycle qui commence à la fin du 19e siècle, qui est un projet de disparition pure et simple d'un peuple. Ça ne veut pas dire son massacre, hein, ça veut dire son absence. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se mettre à faire des parallèles avec l'Holocauste ou autre. Ce n'est pas du tout la même histoire. Partez, vous vivrez. Disparaissez, vous vivrez. Ce n'est pas du tout un génocide, c'est autre chose. Il pourrait y avoir maintenant un génocide en cours à Gaza, je ne parle pas de cela. Mais à l'origine, c'est un projet d'absence totale et définitive. Donc,
nous devions tous devenir invisibles. Alors ça fait un siècle que nous nous battons pour continuer à être visibles. Et cette visibilité est fille de notre nom. En effaçant notre nom. Vous savez, pour revenir dans la Genèse, qu'est-ce qui fait la création du monde? C'est que Dieu nomme les choses. Il dit, voilà, c'est les océans et c'est une bonne chose. Le fait de nommer est terrifiant quand vous supprimez à quelqu'un son nom. Donc nous nous battons depuis tout ce temps pour cette présence. Mais également, nous nous battons pour dire à quel point nous sommes en vie et à quel point, et j'en finirai par là, nous sommes libres. Pourquoi nous sommes libres? Je me souviens, j'étais une fois avec Mahmoud Darwish à Arte. Et il y avait un journaliste qui lui dit à un moment, bon, ça fait des décennies que tous vous vous battez, quand est-ce que vous serez libre? Vraiment. Et Mahmoud a une réponse extraordinaire qui est aux antipodes du reniement. Il lui dit, nous serons libres quand nous serons délivrés de la Palestine, pas libérés de la Palestine. Parce que dans l'engagement, il y a un emprisonnement formidable, voulu et revendiqué, et qui nous fait honneur, mais c'est quand même un enfermement, parce que, normalement, vous n'avez pas le droit de vivre par rapport à autre chose. Donc, dans ce parcours du monde, nous avons imposé le fait que nous étions bel et bien vivants, que nous étions dans le conflit, nous étions dans le combat, et que nous étions également dans la vie sous tous ses aspects. Et encore une dernière chose, Mahmoud, un jour, dans une rencontre, dit à des Israéliens, quand est-ce que vous allez comprendre que nous ne pensons pas au conflit israélo-arabe chaque matin en nous réveillant? Parce que vous n'arrivez pas à comprendre que nous sommes des êtres humains comme vous. Voilà. Peut-être sur la question de nommer et des noms, je pense à une phrase de Mahmoud Darwish dans La Palestine comme une métaphore, qui m'a beaucoup guidée sur le travail des îles, qui dit « Quand nous écrivons après un massacre, nous évoquons la guerre, le sang, le nombre des victimes, mais nous ne racontons pas l'histoire d'une seule de nos victimes, nous ne citons pas le nom d'une seule d'entre elles. » Et donc citer les noms, non seulement le nom dont tu parlais, mais aussi les noms des victimes. Donc, alors, sans comparer, parce qu'il n'y a pas en effet de comparaison possible, on n'est pas du tout là pour ça, mais sans comparer absolument les histoires, l'histoire de disparition aux frontières européennes qui a lieu en ce moment, dans un temps élargi, dans un temps long, dans un temps qui est pourtant notre présent et notre contemporain, c'est un temps qui efface les noms aussi, pour tout un tas de raisons. Alors, pour peut-être donner des exemples de ces raisons-là, c'est que lorsque les gens partent, ils partent non pas anonymement, mais sous des pseudonymes qui les invisibilisent volontairement pour pouvoir passer les frontières, puisque pour passer les frontières d'une manière qui est illégalisée, non pas illégale, mais je fais exprès de dire illégalisée, il faut bien se désidentifier. Voilà. Donc il va falloir se réidentifier à un moment opportun. Et le moment opportun, quelquefois, c'est le moment de la mort. Parce que pour exister pendant la mort, être inscrit, si le corps est là, mais plus le nom, eh bien, il faut refaire le travail d'identification. Et ce travail-là, c'est un travail qui va se faire administratif, juridique, compliqué, long, etc. Et donc ça, c'est inscrire le nom de quelqu'un. Du coup, peut-être je peux donner l'exemple rapidement d'un garçon donc, qui passe la frontière au Pays Basque entre Irun et Hendaye. Il y a une rivière, un fleuve en fait, qui va à l'océan et qu'on peut parfois par marée basse passer à gué. Et 10 personnes ont perdu la vie en un an dans ce fleuve-là entre 2021 et 2022. Personne ne le sait, pourtant on n'est pas très très loin, mais personne ne le sait. Et donc lui, nous avions tout ce qu'il fallait pour l'identifier, il s'appelle Sohaibou Bila, mais juridiquement ça n'a pas suffi. Parce que juridiquement, un juge est libre de penser en fait, qu'il n'a pas assez d'éléments pour identifier devant l'état civil en fait, une personne, et donc il est resté sans nom. Et le fait de le
déjà de l'enterrer religieusement selon le rite, selon ce que voulait sa famille, en envoyant à la famille qui n'a pas de visa pour se déplacer et qui ne peut pas venir les photos de la prière. Donc la communauté musulmane de Valence en Espagne a accepté de faire une vidéo des prières pour envoyer à la famille, après envoyer à la famille les lieux qu'on voyait depuis le cimetière, enfin en faisant et en écrivant son nom dans un livre qui vaut ce qu'il vaut, mais qui est là pour témoigner pour le futur, eh ben, nous réinscrivons un nom. Alors, c'est pas grand-chose. Mais le nom, après le nom, après le nom, après un autre nom, c'est peut-être ce que moi, mais pas toute seule, évidemment, nous avons trouvé pour faire face à la désespérance politique, en fait, ou plus large que ça, qui est la nôtre. On n'en a pas parlé avant, je voudrais juste ajouter une chose. En 1948, au lendemain de l'expulsion des Palestiniens et de la disparition de la Palestine, parce qu'en 1948, contrairement à ce qui se passera 20 ans plus tard, en 1967, ça n'est pas une occupation, c'est une noyade. Ce truc n'a jamais existé. Quel est le premier acte de Ben Gurion, le véritable fondateur de l'État d'Israël? Il constitue un comité de 5 personnes, qu'il appelle le comité des noms, NOMS, en leur demandant de faire au plus vite pour renommer la totalité des noms de cette terre. Ça va des sentiers jusqu'aux ruisseaux, jusqu'aux villes, tout. Et on a les textes de l'ordre de mission qui est nommer, changer tous les noms, essayer de trouver des noms à résonance hébraïque pour dire ces noms que vous inventez étaient là depuis la nuit des temps. Et le comité va travailler comme une tâche nationale de sauvegarde à des délais très très courts, et à un moment arrive avec un pays dont plus un nom n'existe. Et à ce moment, il y a un problème, il faut faire une carte avec les nouveaux noms, les autres noms. Le temps est court, la question de la carte coûte cher, et à ce moment, on se rabat sur une carte de l'état-major britannique, qui a très bonne échelle, donc qui ressort tous les détails, et on la prend pour les nouveaux noms. Je racontais une fois cette histoire. Un ami israélien qui était dans la salle m'a dit « Est-ce que tu veux avoir la carte ?» J'ai dit « Oui ». Il m'a dit « Je vais te la porter ». Je l'ai, la carte. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est extraordinaire. On ne pouvait pas faire une nouvelle carte. Les noms existaient déjà. Alors on a imprimé les noms de remplacement avec une autre couleur. Donc vous avez une carte aujourd'hui qui est la trace de la tentative d'effacement lieu par lieu. Le lieu originel, comment il s'appelait, comment il va désormais s'appeler. Et jusqu'à présent, il y a une bataille permanente pour les noms de rues, les noms des routes, notamment en Cisjordanie, parce que ça n'a pas été couvert en 67 dans la première carte israélienne. Donc cette question des noms est une question de la trace. C'est la trace, et nos noms sont nos traces. Et vous comprenez bien que quand on fait faire évanouir quelqu'un, eh bien, on essaye d'effacer toutes les traces de ce qui s'est passé. C'est pour ça que c'est une bataille qui est fondamentale. Oui, il est effectivement beaucoup question des traces et en fait, de laisser trace aussi par vos textes et de faire aussi peut-être une chambre d'écho, c'est-à-dire que vous, et en particulier vous, et Elias, en étant exilé, qui porte la parole des exilés, etc. Donc il y a un effet de relais, de transmission, et en tout cas, oui, voilà, la mise en place d'une espèce de chambre d'écho dans vos textes. C'est vrai aussi dans ton... Oui, après effacer les traces, c'est aussi effacer les liens filiaux, en fait. Donc, séparer les pères des fils, les frères des frères. Et ça, c'est ce que nous constatons tous les jours, puisque, pour des raisons, non pas parce que les mères, les pères, les frères qui sont dans les pays de départ, alors en l'occurrence dans le 3e tome des îles 3, qui évoque la route d'Alborane, c'est-à-dire la route au départ de l'Algérie, de jeunes Algériens qui arrivent depuis Oran jusqu'à Alger,
en Espagne, d'Almeria jusqu'aux Baléares, en gros, à peu près ça. On est vraiment, on n'est pas loin. Hein, Almeria de Oran, c'est là, c'est de l'autre côté, c'est le miroir, c'est en face. Et pourtant, les parents, qui sont des parents qui cherchent parfois toute une vie leurs enfants, toute une vie, parce que ça ne s'arrête jamais lorsqu'on n'a pas de corps, lorsqu'on n'a pas de traces, lorsqu'on n'a pas de corps. On est un disparu, on est un fantôme, on est quelqu'un qui peut revenir, et qui peut revenir vivant, éventuellement, c'est toujours l'espoir, mais qui peut revenir mort aussi, sous forme de traces ADN inscrites quelque part dans un registre. L'espérance, elle ne peut jamais cesser. Ces parents-là n'ont pas accès aux protocoles, qui sont les protocoles qui ont lieu et qui sont très très difficiles à faire appliquer de l'autre côté de la mer, en fait. Et pour laisser trace, ce que font ces jeunes aujourd'hui, c'est qu'ils vont sur leur corps inscrire des choses, parce qu'ils se disent, en fait, si mon corps est retrouvé, on saura que je suis musulman si j'inscris ça, et on ne va pas m'incinérer. Donc ça, c'est une histoire réelle que nous avons vécue, que nous avons partagée, dont nous avons partagé l'expérience avec un garçon qui s'appelle Riyad Dishani et qui a été un grand lanceur d'alerte sur cette question-là à Alger. Et des gens aussi partent avec, par exemple, une combinaison néoprène, vous voyez, parce qu'ils envoient les photos avant de partir en disant, si jamais on trouve mon corps, regarde, je pars avec cette combinaison, je pars avec ce t-shirt, je pars avec quelque chose qui va distinguer, pas le t-shirt que tout le monde a avec, je sais pas quoi, Lacoste ou je sais pas quoi, quelque chose qui va distinguer, voilà. Et je pense que ça dit beaucoup. Je pense que les marins bretons aussi avaient des torsades qui étaient différentes des torsades de l'autre marin breton pour que le corps soit reconnu, etc. Et je pense qu'il y a d'autres exemples de ces tentatives désespérées de ne pas disparaître même dans la mort. Vous savez, c'est terrifiant cette histoire des traces. On peut en parler à l'infini en donnant des exemples. Il y a entre Jérusalem et la côte, donc entre Jérusalem et un couvent qui date de l'époque des croisades, dont les Palestiniens ont arabisé le nom. En fait, c'est le couvent de Saint-Jean de Latran, des croisés, qui est devenu la Troune pour les Palestiniens. Il y a là à peu près 28 villages, 28 localités qui ont été littéralement rasées en 1948. Aucune trace. C'est pour vous dire que la terre est obstinée aussi. Et donc, tout est rasé, mais il faut effacer la trace de ce crime. Les Canadiens, à ce moment, offrent une forêt, des dizaines de milliers d'arbres, pour cacher l'éradication. D'ailleurs, jusqu'à présent, en Israël, cette forêt s'appelle la forêt Canada. Les Canadiens qui ne sont pas du lieu offrent des espèces qu'on ne voit jamais en Méditerranée, bien sûr, mais ça c'est un problème. Donc on est quelque part ailleurs. Et cette forêt, 75 ans plus tard, est extrêmement prospère. Et vous prenez la route. Le problème, c'est que la terre, comme je le dis, est têtue. Dès qu'il y a une pluie, les traces des maisons détruites ressortent du sable. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement désagréable pour ceux qui effacent. C'est pour ça que beaucoup d'enfants israéliens pensent que dans la forêt Canada, il y a beaucoup de vestiges romains. C'est le discours. Ça, premier exemple. L'autre exemple qui est beaucoup plus dur, beaucoup plus terrible, aujourd'hui, à Gaza, que font dans la plupart des cas, j'arrive même pas à le lire, les mères qui recueillent les débris des corps de leurs enfants. Elles inscrivent leur nom sur les débris de leur corps, sur leurs cuisses, sur leur poitrine, pour qu'on sache qui ils sont. Et il y a une espèce de distribution de feutres indélébiles sur lesquels les mères sont en train de marquer les noms de leurs enfants, qu'on sache qui est là. Ça aussi, c'est une drôle de trace. C'est une trace terrifiante. J'ai vu des médecins dernièrement d'une association qui s'appelle Palmed, qui étaient sur le terrain, qui ont été expertisés des charniers.
Et là, alors, on nous raconte, les Américains nous disent, non, 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 c'est des tombes anciennes, c'est pas des tombes anciennes. Et j'ai vu les photos, parce qu'ils ont photographié. Beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans les fosses communes portent encore les cathéters. Ils ont été assassinés dans leur lit, dans les hôpitaux. Ce ne sont pas des morts naturelles ou des bombardements. Donc, on est partout, partout avec cette obsession de laisser des traces. Mais encore une fois, et ça fait très, très peur aux occupants. La terre est obstinée. Quoi qu'il fasse, la terre est obstinée, elle est têtue, la terre. Et c'est pour cela que dans toutes les légendes et les traditions des autochtones de l'Amérique du Nord, et c'est pour ça que ce texte se termine par une longue citation d'un poème qui est un dernier discours de l'homme rouge. Ils n'ont pas dit autre chose que cette terre est vivante. Ils l'appellent notre terre-mère. Et ils passent leur temps dans ce discours qui est reproduit à partir d'un discours d'un chef indien qui s'appelait Seattle au président des États-Unis en disant « Tu as gagné, hein, tu as gagné, mais attention, hein, fais attention à la terre, elle va te dire des choses. » Et c'est très, très proche de ce que vivent les Palestiniens. Il y a eu, il y a quelques années, un reportage d'enfants dans une plaine céréalière, d'enfants, de gosses, et des enfants palestiniens. Le journaliste arrive et parle du fait qu'ils sont un peu en pique-nique. Qu'est-ce que vous faites, etc. Et ils passent leur temps à leur dire, vous êtes d'où? Et les gosses disent, d'ici. Et ici, il n'y a rien. C'est un champ de blé. D'ici, pas dit. Bon, il publie son article. Et le lendemain, il y a un énorme tollé en Israël. Parce que ces gosses, qui n'ont rien connu de 1948, parlaient d'un village qui avait été rasé, qui est maintenant recouvert par un champ de blé. Donc, on est également dans la transmission des noms et des lieux. Et ça, souvent, moi et d'autres, on me dit, comment tu as transmis à tes enfants? Eh bien, je n'ai pas transmis. C'est extraordinaire, mais ça, je pense que ça vaut pour tous les enfants de la Terre. Les enfants sont comme des éponges. Moi, je n'ai jamais fait de cours d'histoire à mes filles. Elles ont tout absorbé, en écoutant, en regardant, et en voyant. Donc, il y a une... C'est comme moi-même, j'ai absorbé la tristesse de mon père. Quand on est arrivé, j'avais à peine un peu plus d'1 an. J'ai compris tout de suite qu'il était dans la peine. Il ne m'a jamais dit « je suis dans la peine ». Au contraire, et dans les familles d'exilés, les parents ne savent pas quoi faire pour donner de la tendresse à leurs parents, pour combler le vide. On a eu des enfances magnifiques, parce que les adultes ne savaient pas comment nous protéger. Mais on a tout de suite compris. Et donc, il y a vraiment ce côté... Quel est le mot pour dire la têtinesse d'être têtu? Cette obstination de la terre. La terre est obstinée. Et cela, je ne sais pas comment un remplaçant, un occupant va le résoudre. Je ne pense pas qu'il le résoudra. En vous écoutant tous les deux, en écoutant Marie, votre engagement à témoigner et Elias, votre volonté de sortir de l'invisibilité, la Palestine, les Palestiniens, on aurait envie de vous demander si pour vous écrire, ce n'est pas une façon au fond d'exhumer l'histoire, de rouvrir la terre. Marie, je pense à ces pages dans le 3e volume des Îles, où vous captez finalement le moment où la terre s'ouvre. Vous captez cette ouverture aussi de la terre et de l'histoire en même temps, puisqu'on traverse la chute de Grenade de 1492, la guerre d'Espagne, les guerres du Rif, l'expulsion des Morisques, la tragédie d'Antigone. Et Elias, vous dites que pour vous, les Palestiniens seraient les dépositaires en fait des lieux et des mémoires. Est-ce que pour vous c'est ça, écrire? Est-ce que c'est exhumer? En l'occurrence, dans ces volumes-là, plus qu'exhumer, c'était suivre le présent gros de passé et d'un futur qui m'effrayait. Voilà, donc c'était vraiment être au présent parce que le futur m'effrayant
pour toutes les raisons que vous savez aussi. Il fallait être dans le présent et suivre les gens là où ils étaient, c'est-à-dire là où ils me demandaient d'être aussi. Voilà, comment moi je peux accompagner une trajectoire, qu'elle soit celle d'un mort ou celle d'un vivant, parce qu'un mort a une trajectoire aussi. Donc voilà, plus qu'exhumer, c'était ça. Mais en faisant ça, c'est la mer d'Alborán. Je suis en Andalousie. Nous travaillons avec des médecins légistes, des services funéraires en Andalousie pour retrouver des corps, pour les identifier, etc. C'est impossible de ne pas penser, alors qu'on est en Andalousie et que nous ne trouvons pas, par exemple, de cimetière musulman en Andalousie, on n'arrive pas, à ce qui s'est passé après la chute de Grenade, bien sûr, où la légende dit, mais on travaille avec les légendes comme on peut, que celui qu'on appelle en Espagne Boabdil, donc le dernier des rois nasrides de Grenade, voilà, lorsqu'il part avec les linceuls de ses parents. Il part avec le linceul de ses parents. Et si on va à l'Alhambra aujourd'hui, on voit l'absence. Alors l'absence fonctionne comme une trace. Le creux fonctionne comme une présence. Voilà. Donc on voit l'absence des soi-disant linceuls de la famille de Boabdil emmenés avec lui en exil dans une terre qu'on lui prête, qu'on lui permet d'habiter jusqu'au moment où évidemment on leur permettra plus d'habiter. Et je ne peux pas non plus ne pas, en étant à cet endroit-là, penser à l'exil aussi, qui a eu lieu dès 1936, dès la chute de Séville, pendant la guerre civile espagnole, des républicains qui partent par exactement les mêmes ports que ceux auxquels arrivent les jeunes Algériens aujourd'hui. Donc Almeria et puis Alicante. Et donc, sur cette... alors pourquoi exhumer le passé comme ça? La terre s'ouvre et la terre est obstinée. Et l'ouvrir, j'espère que la mer l'est aussi, et l'océan aussi, obstiné. Et ouvrir la terre ainsi, ouvrir le passé, aller vers le passé ainsi, c'était pas du tout pour se servir du passé comme modèle ou comme grand mythe ou comme fondateur de quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. C'est simplement inscrire cette histoire dans un long temps qui nous fait excéder un peu le gros présent angoissant et étouffant dans lequel nous sommes ensemble. Voilà. Et c'est ça. Pardon, continue. Non, voilà. Non, juste une chose. Bien sûr qu'en fait, on exhume. Mais en réalité, moi, j'aimerais bien qu'on change de terme. En fait, on sort d'une noyade. On n'exhume pas parce qu'il y a une question de disparition et de mort. Vous exhumez des choses dans des tombes sur une réalité de gens morts, mais la réalité, elle n'est pas morte. Cette réalité-là, cette disparition n'est pas morte, et il faut continuer un peu à la sortir. Je pense qu'en 1948, le pays n'a pas été enterré, il a été recouvert par un autre, et il a été noyé. Donc c'est comme par hasard, ceux qui nous ont jetés à la mer, pendant des années après 1948, disaient attention, ils sont très dangereux, ils veulent nous jeter à la mer. C'est nous qui étions à la mer. C'est nous qui étions dans l'eau, pas eux. Mais nous avons été accusés de ce qu'ils nous ont fait. Mais tu sais, ça fait penser exactement à ce qu'on entend sur le discours migratoire, où on dit toujours la noyade, la vague, la submersion, la vague migratoire. C'est un pays noyé. Et donc, il y a de l'exhumation, bien sûr, mais il y a le fait de sortir de l'eau. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis, il y a autre chose aussi dans ces épisodes. Et je pense qu'il faut continuer à se battre, non pas pour ramener juste les morts, etc. D'ailleurs, on ne les ramènera pas, ils sont partis. Mais de dire à quel point nous ne sommes pas dans la mort, mais dans la disparition. C'est vrai que souvent, pour parler de mort, on dit le disparu. Mais je n'utilise pas le mot dans le même sens. Il faut vider les lieux. Il faut vider les lieux en permanence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à Gaza? Sortez et vous vivrez. Allez en Égypte. Il y a même des projets, vous allez voir, on va vous construire des villes qui sont infiniment plus confortables que les taudis dans lesquels vous vivez dans les camps. Mais de grâce, sortez. Et qu'est-ce qui se passe? Quand même, il y a une chose exceptionnelle qui est en train de se passer à Gaza. Les gens bougent beaucoup à cause des bombardements, ce qui est la chose terrifiante et banale.
Mais ils ne franchissent pas les frontières. Ils pourraient les franchir et on les ouvrirait, surtout passer. Pourquoi ils ne franchissent pas? Parce que dans nos familles, quand les gens sont sortis, à commencer par mes parents et par des milliers d'autres, ils avaient la conviction qu'ils allaient rentrer dans une semaine. Ils sont pas Mais ceux qui ne sont pas sortis et leurs descendants savent que si vous partez, vous ne reviendrez pas. C'est ce qui fait que Gaza est sous le coup des massacres quotidiens. Ils vont d'un endroit à l'autre de cette petite bande de terre, mais ils ne franchissent pas les frontières. C'est une chose très, très importante, celle-ci. Et c'est pour cela qu'il faut bien voir que cette symbolique des clés, etc. Mais nos parents sont partis parce qu'ils pensaient qu'ils allaient revenir, pas parce que 75 ans plus tard, ils allaient aller dans des manifs avec des clés en disant voilà, ça veut dire qu'on rentre. Non, ils sont partis dans cette banalité. J'ai posé cette question à propos de la retirada, donc du départ des républicains espagnols, à un écrivain qui a bien connu cela, qui était Jorge Semprún. Je lui ai dit, si vous saviez que vous n'allez plus revenir, est-ce que vous seriez parti? Il m'a dit, on se serait fait massacrer jusqu'au dernier, si on savait. Bon. Et juste une dernière chose. Aujourd'hui, à la frontière entre les Pyrénées orientales, donc la France, et l'Espagne, il y a un musée de la retirada, du départ. Dans l'entrée du musée, les photos sont des photos des Palestiniens de 1948. Et tous les ans, à l'anniversaire, les descendants des républicains espagnols m'invitent à raconter l'exode des Palestiniens. Il y a un écho fantastique dans ce petit musée. Très peu de gens le savent. Les photos sont des photos des réfugiés palestiniens à la Jonquera. Et donc il y a quelque chose. Eux aussi savent qu'ils n'auraient pas dû partir. Maintenant, des générations plus tard. Donc, je ne dis pas que les Palestiniens ne partiront pas. Peut-être que le massacre sera tel que les gens vont être obligés de partir. Mais pour le moment, malgré l'horreur de ce qui se passe, ils ne bougent pas. Et d'ailleurs, vous ne connaissez pas l'arabe, dans les espèces de micro-trottoirs à Gaza, la phrase qui revient tout le temps, c'est « nous ne partirons pas ». En permanence, vous n'entendez que ça. Après des bombardements, des massacres, des gens qui tombent, des enfants qui meurent, nous ne partirons pas. Donc on revient à l'idée de l'absence. Partez et vous vivrez. Merci beaucoup. En vous écoutant tous les deux parler de cet ancrage historique qui justement inscrit ces drames dans le temps long, j'aurais envie de vous poser une question à tous les deux sur votre ancrage dans la poésie, dans la littérature. Parce qu'il me semble que le temps long s'écrit là aussi. Je pense à Genet, Darwish, Ovide, Sophocle. Est-ce que pour vous, cet ancrage dans la poésie, dans la littérature, vous permet de créer une sorte de langue étrangère pour lire le monde en frontalier, pour trouver justement un espace de passage, de circulation, cette place que vous créez d'ailleurs entre l'histoire et l'écriture, entre la vie littéraire et la vie engagée? À propos d'Ovide, puisque moi pour l'instant je n'ai traduit qu'Ovide, je traduis aussi Lucrèce, mais je traduis des très très morts, des gens avec qui il est permis de fréquenter sans, c'est pas sans affect, avec plein d'affects, mais des affects plus libérateurs qu'étouffants, dans le sens où on serait pris par ce présent-là qui nous étreint. Donc il y a une forme dans ce travail-là, il y a une forme d'exercice. Il y a le côté exercice, voilà, qui est, pour moi en tout cas, un pas de côté aussi, puisque quelque chose d'assez libérateur. Et puis sur la question de la langue, qui serait une langue étrangère, laisser passer les langues, etc. Je comprends très bien la question, surtout que là, c'est une étrangeté qui est non seulement spatiale, mais temporelle, évidemment. Avec quoi, quand Ovide a écrit les Métamorphoses,
Bon, est-ce qu'il écrit le latin? J'en sais rien, je ne parle pas latin, et personne parmi vous non plus n'a jamais eu une conversation, enfin, sauf si elle est refabriquée, mais c'est toujours possible, mais enfin, une conversation... J'ai eu un prof qui prétendait parler... Oui, moi aussi, mais voilà, après, ce sont des latins refabriqués, et donc, Ovide, il écrit non pas en latin, mais un latin, qui est... construit, reconstruit, travaillé, qui est le latin poétique de son... Voilà, comme tous les grands écrivains, hein, évidemment. Et donc, moi, si je traduis Ovide, je ne traduis pas du latin. Je traduis une phrase écrite dans le latin d'Ovide, dans une langue qui va être une langue qui dépend de ce que je découvre dans son latin, mais qui dépend aussi de ce dont moi j'ai hérité dans mon français, on va dire. Et j'ai hérité dans mon français de quelque chose qui est propre au Sud-Ouest, par exemple, avec une culture, un temps, une génération qui est la mienne. Et donc, quand je vais vers une langue comme ça, ou vers un texte comme ça, comme celui-là, j'y vais avec déjà au départ plein d'éléments et d'outils et de chances, mais aussi avec quelque chose qui est déjà perdu, vous voyez, qui se rate forcément. Et donc, ça ne va faire qu'une forme de langue à cheval, à cheval entre deux qui sont déjà à cheval sur d'autres. Et donc, c'est toutes ces formes, en fait, on arrive à un texte qui est une multiplicité à l'intérieur. Et ça, je pense que ça a un côté très libérateur. Alors ça c'est le cas quand on traduit des langues anciennes, des langues antiques, comme le latin, comme le grec, comme l'hébreu, comme le grec, enfin toutes les langues antiques, tous les textes antiques. Après, quand on traduit du contemporain, et surtout quand on est attaché au contemporain qu'on traduit par amitié, par affection, par alliance, etc., je pense que c'est peut-être un travail un petit peu différent qui se déploie. Voilà. Tout d'abord, je ne suis pas traducteur, mais j'ai quand même quasiment traduit toute l'œuvre d'un très grand poète qui a pris 26 ans de ma vie. Donc ce n'était pas juste un exercice annexe. Je pense que ça a été un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus, moi, de la vie, lorsque cet ami m'a dit, est-ce que ça a commencé comme ça, j'ai compris, c'est une question un peu piégée. Écoute, tu ne voudrais pas essayer un ou deux poèmes? Ça a commencé comme ça a duré 26 ans. Et j'ai bien compris dès le début quelle était la demande de Darwish. Je dois vous dire une chose qui est très importante et qui joue beaucoup. Et là, je reviens au spécifique. En arabe, le vers poétique se dit bayt. Et la maison se dit également bayt. C'est le même mot. Donc, pour vous dire, en fait, nous habitons nos poèmes. Et c'est ce que nous avons transporté dans les exils. Vous savez, il y a une donne extrêmement intéressante sur le plan littéraire. Nous avons produit en exil très peu d'œuvres de prose. Par contre, il y a une multitude de poètes et de poèmes, une multitude absolue. Donc le poème a été un habitat. Puisque nous avions perdu nos maisons, nous avons habité nos poèmes. Et ce n'est pas une figure de style. Vous n'imaginez pas le poids qu'a eu la poésie dans cet exil-là. Et probablement qu'elle a eu dans tous les exils. On le sait dans toutes les grandes œuvres. Ovide, les textes d'exil qu'il envoie à Auguste sont sublimes. Tristia. Voilà. Et c'est une chose constante. Donc, il y a ce rapport. Maintenant, moi, en tant qu'amateur de poésie, j'adore la poésie. Je ne vais pas jouer à celui qui, comme ça, par hasard, a fait les traductions. Ce n'est pas vrai. Qui, en plus, a eu l'immense avantage d'avoir quasiment près de lui, jusqu'à son décès, le poète en question avec qui nous étions dans un contact quotidien, pas pour la traduction, pour l'amitié. Mais quand même, il n'arrive pas tous les jours d'avoir à disposition, quasiment, un immense poète qui est considéré comme un des plus grands du siècle dernier, si ce n'est pas le plus grand pour la langue arabe, avec lequel j'ai discuté de tout. Et d'ailleurs, il avait une façon, et pour dire, c'était un prince, hein, sur le plan humain. Darwish, dès que je lui disais, écoute, il y a un vers dont je voudrais te parler, la première réponse était, écoute, supprime-le.
Je pense, tu ne l'aimes pas, hein, c'est ça, tu ne l'aimes pas, tu ne veux pas me dire que... Je lui dis, mais je t'en supplie, arrête. Je ne veux rien supprimer, merci, tu es très généreux, c'est formidable. Je suis en train de te parler d'autre chose. Pourquoi je voulais parler d'autre chose? Et là, je vais arriver à la question de la traduction. La traduction de la poésie n'est pas plus difficile que la traduction de la prose, c'est autre chose. On est dans un autre monde. Pour moi, dans mon expérience, la clé de cette histoire, c'est l'idée de la contraction. Vous savez, dans un vers, hein, dès que vous commencez à le lire, et c'est ça qui est sublime dans le poème, hein, dès que vous le lisez, vous réalisez qu'il y a des strates, comme en archéologie, des couches de sens. Vous réalisez que plus vous contractez, plus vous trouvez des strates. C'est assez incroyable, il y a quelque chose de magique dans cette forme d'expression qui est le poème. Plus vous le serrez, plus il y a du sens qui sort. Ça ressemble beaucoup, je donne souvent l'image de la règle du dessin, par exemple chez les Japonais, chez les Chinois, où vous voulez faire un cheval, vous faites un dessin avec une infinité de détails, et après vous commencez à effacer pour ne laisser qu'une ligne, hein, qui dit tout le cheval. Il y a de cela, hein, dans le travail poétique. Mais alors, une fois que vous avez contracté, que vous avez bien lu ce que vous voulez traduire, que vous avez trouvé toutes ces strates, et probablement qu'il y en a que vous n'avez même pas vues, comment faire traverser tous ces niveaux, non pas d'une langue à une autre, d'une structure de langue à une autre. Et c'est là que se fait la perte. C'est pour ça que toutes les traductions ont quelque... C'est pour ça, moi, jusqu'à ce jour, chaque fois que je revois les poèmes, je me disais, j'aimerais bien le reprendre. Parce qu'il y a toujours des choses qui vous ont échappé. Et heureusement. Donc, on est dans un art très... Et vraiment, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu. Dans un art qui relève d'une forme de magie, qui est à chaque fois comment partir d'une structure dans une autre, en transportant des dizaines de strates, en essayant d'en perdre le moins possible pendant la traversée, parce que vous allez en perdre. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Et j'ai eu une fois une magnifique récompense. Nous étions à la Maison de la Poésie à Paris. Mahmoud avait toujours le souci de ne pas être pesant. Il me disait, écoute, non, on va être antipathique, ils sont là, on va les fatiguer. Donc, dès qu'il y avait une pièce un peu longue, il refusait qu'on la lise. En disant, non, c'est trop long, écoute. Et il y a une pièce que j'aime beaucoup, qui est Trêve avec le Mongol au-dessus de la forêt des chênes. Je vous donne un petit exemple là. La forêt des chênes existe en français, j'aurais dit chêneraie. Elle n'est pas belle. J'ai dû opter pour la forêt des chênes. On revient tout le temps à cette histoire de la musique. Bon. Donc je lui ai dit, écoute, on va le lire. Il me dit, oh non, c'est long. Je lui ai dit, non, j'insiste, on va le lire, c'est un poème que j'aime beaucoup. Il m'a dit, écoute, si tu veux, je lirai, c'est des quatrains. Je lis un quatrain en arabe, tu le lis en français, et donc on va mélanger les deux langues. Et donc on commence. C'est un poème assez long, donc il y a un souffle. À un moment, je suis moi en train de lire, Mahmoud ne connaissait pas le français. Il me chuchote à l'oreille sur scène, j'entends mon poème. Là, je me suis dit, ça y est, une partie de la traversée a été faite. Ça, c'est un très grand cadeau qu'il m'a fait. Ça y est, il l'entend. Il ne connaissait pas la langue. Alors, qu'est-ce qu'il a entendu? Sa musique. Et c'est là la difficulté. Je rebondis sur ce que tu disais sur la reprise, en fait. Quand tu relis une traduction que tu as déjà faite, tu te dis, bah, ça, là, j'aimerais la reprendre, etc. Et je ne sais pas comment le dire, mais comme si, en fait, ce travail-là, du recommencement sans fin possible, alors qu'on ne va pas faire peut-être, mais enfin qu'on pourrait faire, ce recommencement-là, ça a à voir avec l'oralité et le souffle et ce que tu dis. Et donc, comme tu dis que nous habitons nos poèmes parce qu'on est parti avec nos maisons et nos poèmes sur le dos, puisque c'est nos vers et nos maisons sur le dos, ça serait propre en fait à ces moments, alors pas seulement de l'exil, mais ces moments d'intensité qui sont des intensités ou tragiques, morbides, de mort ou d'amour
de séparation avec un monde, de perdre un monde, etc. C'est plus que poésie, en fait, c'est oralité peut-être, et qui devient souffle, et qui devient poésie, et du coup, ça me fait penser au poème La Huppe, puisque la huppe, c'est elle qui vole au-dessus, et vole, toujours au-dessus, et la parole, elle est toujours au-dessus, en fait, et aussi au-dessus de l'écrit. Et à cela, il y a également le fait, et ça peut-être certains parmi vous ont vu, parce qu'il y a des enregistrements, il y a des captations. Darwish était le meilleur diseur de ses œuvres. Et il a beaucoup fonctionné comme une diva d'opéra. Et il le savait de façon très, très consciente et très maîtrisée. J'étais une fois avec lui, c'est une histoire à mourir de rire même. Le récital devait avoir lieu en fin d'après-midi, au début de soirée. Et on nous avait donné 2 chambres contiguës dans un hôtel pour le repos l'après-midi. Je suis dans une chambre, je l'entends déclamer un poème, et il y a quelqu'un qui, tous les quelque temps, applaudit. Nous nous retrouvons pour aller au récital. Je lui dis, qu'est-ce que... Il m'a dit, non, je relisais. Je redisais le poème que je vais déclamer ce soir. Je disais, mais qui était avec toi qui applaudissait? Il m'a dit, personne. Je lui dis, ah bon, il m'a dit, c'est moi qui applaudissais. Je lui dis, tu applaudissais? Il m'a dit, oui, c'est là que le public applaudira. Et je vous jure que le public a applaudi au moment que j'ai entendu, moi, dans l'après-midi. C'est pour vous dire, il y avait une maîtrise de la scène exceptionnelle, une très, très belle voix. Et vous savez, ça, c'est quand même un don, parce que les grands poètes sont d'affreux lecteurs de leurs œuvres. Je ne sais pas si vous avez écouté des enregistrements, c'est à vous dégoûter de l'œuvre. Écoutez Apollinaire déclamant et vous verrez, vous ne regarderez plus un seul poème d'Apollinaire. Écoutez Éluard. Tous, ils ne savent pas déclamer. Là, on est tombé. Et il avait un poète qui était un très grand ami à lui, qui était Ritsos, le grand grec. Ritsos avait le même don. Et ils ont fait des récitals en commun qui étaient une merveille. On entendait le grec, hein, il n'y avait pas de traduction, on entendait l'arabe et le grec. Et un jour, Ritsos lui a dit la plus belle définition. Tu es un lyrique épique. C'est-à-dire, tu es dans l'intimité et dans l'épopée. Et toute l'œuvre est un croisement du lyrique et de l'épopée. Peut-être juste, puisqu'on parle du souffle, de la voix, allons jusqu'à la musique. Et quand on vous a demandé ce que vous auriez envie de dire sur la thématique exil, littérature, engagement, vous nous avez répondu « Miles Davis et moi ». Oui. On n'était pas très, très avancé, je dois dire. Et puis, on a cherché, on est allé dans le dictionnaire amoureux de la Palestine et vous écrivez mais ce dictionnaire, comme mes livres, mes traductions de la poésie de Mahmoud Darwish aussi, je l'ai rédigé contre les miens, avec à l'esprit la réponse de Miles Davis, à qui on demanda un jour pourquoi il jouait toujours face à ses musiciens, dos au public, et qui répondit « Je joue contre eux ». C'est-à-dire tout à la fois dans la tension et l'osmose, en dehors et du dedans, à distance et à proximité, contre eux et tout contre eux. Je me suis battue en permanence avec et contre les miens, de moins en moins par nationalisme, de plus en plus par amour de la justice et du droit. Alors on se demandait, donc Miles Davis, figure tutélaire du passage, de la transmission et aussi figure de combat. Je pense que c'est une très grande leçon de politique. Et j'ai eu la chance d'assister très souvent à des concerts de Miles. Et j'étais toujours très étonné parce qu'il avait le dos tourné à son public et qu'il allait et venait vers ses musiciens. Et de temps en temps, quand quelqu'un avait bien joué, donc qu'il allait être gratifié, il le tirait, le mettait en avant-plan, lui faisait faire un solo, une impro. Et d'ailleurs, souvent, il terminait après aux musiciens « This is your night ». Cette soirée est la tienne. Et il revenait. Et même quand il y avait un hommage beaucoup plus poussé, vous savez, il y a des petits micros qu'on met dans les trompettes, etc. Souvent, il enlevait son micro et l'ajoutait à celui du sax qu'il avait un peu fait tirer.
Et je me demandais pourquoi. Et jusqu'un jour où je suis tombé sur cet entretien avec Miles, qui dit « je joue contre eux ». Et je me suis dit, ça c'est la meilleure façon d'être engagé. C'est-à-dire, vous êtes à fond avec, vous êtes collé à fond. Et en même temps, vous devez tout le temps faire un pas de côté et regarder ce que vous êtes en train de faire. Rectifier, confirmer, avoir, c'est-à-dire toujours cette distance qui est vitale pour que votre engagement ne devienne pas juste une chose formelle. Et donc, qui vous permette que votre engagement soit en permanence en train d'être, non pas revécu, dans une conception en permanence mobile. Et je pense que c'est une chose fondamentale. Et c'est un peu le remède à cette vague qu'on voit toujours, quels que soient les pays, quelles que soient les causes, le dogmatisme. Et cette interview de Miles, moi, m'a ouvert les yeux sur comment faire de la politique, du politique, pas de la politique, du politique. Et c'est un peu en fonction de cela qu'un jour où on avait fait un livre de conversation avec Stéphane Hessel, et Stéphane était quand même un homme formidable, mais si à la fin d'un dîner ou d'une rencontre, vous ne lui demandiez pas de déclamer quelques poèmes, il partait fâché. Et même, je l'ai surpris 2 ou 3 fois où nous étions dans des salles où, à la fin des débats, je constatais qu'en arrivant, il avait demandé à un membre du personnel de la salle, comme si c'était une chose spontanée, de venir et lui demander « Monsieur Hessel, est-ce que vous ne voudriez pas dire quelques poèmes ?» Et je l'ai vu 2 ou 3 fois, notamment au théâtre à la Colline. Il y a une placeuse qui arrivait très intimidée en disant... Et j'ai compris que Stéphane, en arrivant, lui avait dit « À un moment, vous venez et vous me demandez de... » Il tenait beaucoup. Bon. Donc, nous avons fait une dernière conversation sur le fait que la poésie est une forme supérieure du politique. Elle est dans le livre des conversations avec Stéphane. Et je le pense vraiment, et je reviens à cette histoire d'habiter les poèmes. Vraiment, c'est une chose magique. Et ce qui est extraordinaire pour nous, Arabes, hein, parce qu'il y a beaucoup de cas. Et je pense que la France, contrairement à ce que racontent beaucoup d'éditeurs, a été au XXe siècle le pays où il y a le plus de grands poètes. Il y a un nombre d'immenses poètes en France au XXe siècle, et tous les éditeurs vous disaient « Ah, la poésie, on peut pas publier ça, ça ne se vend pas, c'est pas vrai. » Jusqu'au jour où un ami, qui était lui-même poète, qui dirigeait la collection poésie chez Gallimard, est venu me dire « Écoute, ils disent tout ça, mais je vais te dire une seule chose. La collection poésie est en train de vendre davantage d'exemplaires que la série noire. » Vous imaginez donc ce que ça veut dire. Bon. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cela. Darwish a cette force. Je reviens encore une fois à la maison. C'est le seul. Dans le monde arabe, vous allez dans n'importe quelle rue, vous prenez un passant anonyme, vous prononcez son nom, il vous déclamera par cœur 2 ou 3 vers. Il n'y a pas un poète arabe qui a cette chose. Et j'ai eu une histoire très très jolie. J'avais mes filles avec moi, elles étaient jeunes, et un jour, c'était au Maroc, elles m'ont dit, écoute, on nous dit qu'on peut faire du cheval dans une palmeraie. Je me suis renseigné, on m'a dit oui, on peut leur faire un tour. Nous allons dans la palmeraie, et 3 jeunes sortent, dont un gosse, mais vraiment qui travaillait les écuries, hein, qui était pieds nus, vraiment avec des pieds dans la boue, etc. Bon. Oui, on dit, voilà, ils sortent 3 mulets, mais alors absolument décrépits. Et on monte. Et puis le gosse qui est sorti des écuries demande à ma fille, la plus jeune, « D'où est-ce que vous venez ?» Elle lui dit « La Palestine ». Il lui dit « Mahmoud Darwish ». Elle, en complète innocence, pour elle, c'est un ami de son père, c'est pas Elle dit « Oui, mais il est toujours, je le vois à la maison ». « Tu le vois à la maison ?»« Oui, descendez. » On nous fait descendre des mules, et ils reviennent avec 3%. Ça, c'était extraordinaire. Donc, il y a des choses très, très typiques. Voilà. Pour poursuivre avec une anecdote un peu amusante aussi, c'est que en accueillant
jeune haraga algérien, tunisien, pardon, à la maison il y a un certain temps, pour me faire un cadeau de départ, puisqu'il continuait sa route. Il me traduit littéralement, mot après mot, le poème qu'il connaît par cœur de Darwish, qui est le café de ma mère, à ma mère. Et il me traduit ça littéralement, etc. Et c'était très beau comme traduction en cours, comme ça, qui s'élaborait devant, avec un français un peu difficile. Alors, du coup, là, pour le coup, une langue hospitalière, hein, puisqu'elle elle mélangeait les langues. Et puis, de peur que je ne comprenne pas les métaphores et les comparaisons, il me dit, tu comprends ce qu'il fait là? Il te parle comme ça parce qu'il veut te dire, en fait, t'es belle comme un bateau qui s'en va. Bon, je crois qu'on n'a pas mieux pour terminer la présentation. Donc, on va vous laisser la parole si vous voulez intervenir, poser des questions. Est-ce que quelqu'un a une question? Pardon, si vous voulez bien, comme nous en avons parlé, Dominique pourrait vous lire 2 ou 3 poèmes de Mahmoud, que vous l'entendiez quand même. Vas-y. Voilà. Ça, c'est un poème de la suite des 11 astres sur l'épilogue andalou. Et je vais vous le lire parce qu'il fait référence à Lorca, qui était quand même très, très présente dans l'œuvre de Mahmoud aussi. J'ai derrière le ciel un ciel pour revenir, mais je continue à polir le métal de ce lieu et je vis une heure qui discerne l'invisible. Je sais que le temps ne sera pas par 2 fois mon allié et je sais que je sortirai de ma bannière, oiseau qui ne se pose sur nul arbre. Je sortirai de toute ma peau et quelques mots sortiront de ma langue sur l'amour chez Lorca qui habitera ma chambre et verra ce que j'ai vu de la lune bédouine. Je sortirai des amandiers, duvet sur l'écume de la mer. L'étranger est passé, portant 7 siècles de chevaux. Il est passé là, l'étranger, pour que l'étranger passe là-bas. Je sortirai sous peu des rides de mon temps, étranger à Cham et à l'Andalousie. Cette terre n'est pas mon ciel, mais ce soir est mien, et les clés m'appartiennent, et les minarets et les lanternes, et moi également je m'appartiens. Je suis l'Adam des 2 Éden, l'un et l'autre perdus. Alors, chassez-moi lentement, et tuez-moi lentement sous mon olivier, avec Lorca. Alors, un autre des poèmes qui en dit long sur la vie amoureuse de Mahmoud, qui est dans la même suite des 11 astres. Je ne désire de l'amour que le commencement. Je ne désire de l'amour que le commencement. Au-dessus des places de ma grenade, les pigeons ravaudent le vêtement de ce jour. Dans les jarres, du vin à profusion pour la fête après nous. Dans les chansons des fenêtres qui suffiront et suffiront pour qu'explosent les fleurs du grenadier. Je laisse le sambac dans son vase, je laisse mon petit cœur dans l'armoire de ma mère, je laisse mon rêve riant dans l'eau, je laisse l'aube dans le miel des figues, je laisse mon jour et ma veille dans le passage vers la place de l'oranger où s'envolent les pigeons. Suis-je celui qui est descendu à tes pieds pour que montent les mots, lune blanche, dans le lait de tes nuits? Martèle l'air que je vois bleu, la rue de la flûte. Martèle le soir que je vois comment, entre toi et moi, s'alanguit ce marbre. Les fenêtres sont vides des jardins de ton châle. En un autre temps, je savais nombre de choses de toi et je cueillais le gardénia à tes 10 doigts. En un autre temps, je possédais des perles autour de ton cou et un nom gravé sur une bague d'où jaillissait la nuit. Je ne désire de l'amour que le commencement.
Les pigeons se sont envolés par-dessus le toit du ciel dernier. Ils se sont envolés et envolés. Il restera après nous du vin à profusion dans les jarres et quelques terres suffisantes pour que nous nous retrouvions et que la paix soit. Merci. Oui, bonjour tout le monde. Je ne pensais pas prendre la parole, mais ça fait tellement écho, tout ce qui est dit, que je me permets, et puis Isabelle Keller-Privat étant sur le plateau, je découvre, je me permets de vous faire part d'une information. Je représente l'association Art en Acte et en partenariat avec Jean Jaurès, dans le cadre d'un colloque Nouveaux Horizons de l'Hospitalité, nous présenterons un spectacle musical avec des personnes exilées. Nous menons toute l'année des ateliers d'écriture plurilingue. Donc c'est ces personnes qui ont écrit leurs propres textes, à la fois intimes et poétiques, et ils seront mis en scène par une jeune metteur en scène et accompagnés par les musiciens du Conservatoire de Toulouse. Donc, je pense que, et j'espère que ça sera un très beau spectacle, et comme ça peut être dans la continuité de vous voir si nombreux là, ça m'a donné envie de vous faire part de... Donc, ça sera le 5 juin à la salle du Sénéchal à 20h. Si vous voulez des infos, je peux vous les donner à la sortie. Voilà, excusez-moi de cette petite promo, mais ça me tient à cœur de voir tout ce monde ici. Nous, on travaille toute l'année sur des questions, et c'est vrai que ça me fait chaud au cœur de voir que des personnes sont concernées par cette thématique, à la fois de l'engagement et tout en y mettant un écho sur artistique, c'est-à-dire la littérature, la poésie, qui, voilà, on espère sera... Il n'y a absolument pas lieu à s'excuser. Hein. Ouais. Merci en tout cas, et heureusement qu'il y a des échos. Merci à vous. Heureusement. Merci à vous. Il y a des échos, voilà. Bonjour, bonjour Monsieur Sambar. Je me présente, je suis la fille de Magid Elias qui est né en Galilée en 1947. Je ne sais pas si vous le connaissez, il a été écrivain. Il a écrit 3 livres et puis il est venu en France et il s'est arrêté d'écrire. Et ma question, Magid Elias. Ma question est la suivante. Il a quitté un lieu, qui s'est figé dans sa tête, dans sa mémoire. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est difficile d'écrire sur un lieu qui est resté figé, puisqu'il n'y est pas énormément retourné depuis? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand vous écrivez sur ce lieu, enfin peut-être que vous y retournez plus souvent et vous êtes plus en lien, qu'il y a un écart qui est difficile à exprimer et qu'il est difficile de trouver les mots? Vous soulevez un point absolument fondamental. Merci, parce que ça va me permettre d'ajouter des choses. Vous savez, quand on recueille oralement les récits de l'expulsion, qu'est-ce qui s'est passé sur les chemins? Il y a des récits romanesques inouïs. Ce qui est extrêmement étonnant, et pas du tout en fait, c'est que nous n'avons pas produit de littérature de l'expulsion. Pourquoi? Parce que les victimes sont toujours 2 fois victimes. Une fois, vu ce qui leur est arrivé, ce qu'elles ont subi, et la deuxième fois, vu le fait qu'elles se sentent honteuses d'avoir subi ce qu'elles viennent de subir. C'est une constante, que ce soit dans des expulsions. Regardez le cas des femmes violées. Il y a l'horreur du viol et la honte de l'avoir subi. Regardez les témoignages à la fin de la guerre, quand milliers de personnes vont vers la gare à Paris, là où il y a maintenant le musée d'Orsay, qui était une gare. C'est là qu'arrivaient les survivants et les rescapés. Ils ne parlent pas. Ils ne racontent pas. Parce que les victimes sont toujours 2 fois victimes. Une fois par ce qu'elles subissent, une fois par la honte qu'on leur inflige, et le fait qu'elles se disent « Comment, moi, ai-je pu subir une telle chose ?» C'est terrifiant, hein, ce silence. Alors, dans le cas palestinien, on a revu les textes des départs ont commencé. Et vous savez quand? Quand, après les négociations de paix, certains Palestiniens sont pu rentrer. C'est au moment où ils sont revenus
qu'ils ont commencé à écrire des textes sur comment ils sont sortis. Parce qu'ils avaient effacé quelque chose. Moi-même, je n'en ai pas eu conscience. Après coup, je me suis dit, tiens, mais c'était ça. La première fois que je suis revenu dans ma maison natale, donc 40 et quelques années après, j'arrive dans la maison, je connaissais très très bien les détails de la sortie de ma mère jusqu'à l'exil. Et de façon presque une pulsion. Hein. Ce n'était pas un acte réfléchi et théorisé. J'ai demandé, parce que je ne connais pas du tout, moi, je suis parti, j'avais 14 mois. Je demandais au taxi qui était avec moi de me conduire jusqu'à la porte de la frontière avec le Sud-Liban. C'était le chemin que ma mère avait fait. Et je suis revenu à la maison. Et je l'ai effacé. J'ai effacé ce bout de chemin. C'est moi qui suis revenu chez moi, pas ceux qui m'ont mis à la porte. Mais ça, j'ai mis des années après avoir fait ce trajet pour comprendre ma pulsion et ce qui m'avait fait demander à ce chauffeur en disant « Accompagne-moi jusqu'à Nakura et ramène-moi devant ma maison ». C'est une chose fondamentale. Merci vraiment d'avoir posé cette question. Nous commençons enfin à avoir des textes sur la sortie, mais la condition c'est d'être rentré. Et je ne sais pas si votre père est toujours de ce monde. Demandez-lui si c'est ça qui a fait qu'il n'a pas écrit. Demandez-lui. Ça, je suis sûr que vous aurez une réponse. J'en suis sûr. C'est une constante. C'est une constante. Autant on est prêt à raconter oralement, parce qu'on a entendu des histoires, mais vraiment un trésor romanesque. On peut faire des romans magnifiques avec. Il y a eu des histoires à dormir debout sur les routes. Ce n'est pas juste des gens qui partent. Chacun a une histoire des lieux traversés, de ce qui arrive, etc. Mais alors, pour les mettre par écrit, il y a un auteur qui a fait une œuvre en 4 volumes qui raconte tout cela, que j'ai connu à Beyrouth, qui a écrit les 4 volumes une fois qu'il est rentré. Pendant 40 ans d'exil, comme il était de gauche, un formidable militant, il a passé l'exil à publier des statistiques sur la classe ouvrière palestinienne. Et tout d'un coup, une fois rentré, il s'est mis à raconter. Il aurait pu le raconter. Hein. Il l'a raconté une fois qu'il était sur place. Donc c'est un phénomène assez intéressant à suivre. Hein. Et je pense que maintenant, nous commençons à avoir. Par contre, ceux qui racontaient sont ceux qui ne sont pas partis. Là, les grands noms de la prose chez nous sont tous des auteurs qui ne sont pas partis. En tête de toute cette vague, un magnifique auteur qui a d'ailleurs révolutionné la langue arabe, la langue de la prose, qui est Émile Habibi, qui est l'auteur du Pessimiste. Ceux-là n'ont pas bougé. Donc le roman était accessible et permissible. On avait le droit de raconter. Merci beaucoup en tout cas. Est-ce que ce qui peut rendre possible l'écriture justement après le retour, c'est quelque chose qui se passe pour vous, par exemple, quand vous dites, quand je suis retournée, en fait, c'est pas moi qui ai reconnu les lieux, ce sont les lieux qui m'ont reconnu. Mais écoutez, il y a eu des petits détails. Bon, j'arrive dans une ville seule, j'ai tenu à rentrer seul. Je ne connais pas les lieux. Mon frère, qui était encore vivant, qui lui était parti, il avait 18 ans, me dessine sur un bout de papier, il me gribouille un plan en me disant tu es là, tu es à gauche, tu descends. C'est une ville en escalier, Haïfa. Et mes sœurs et lui me disent écoute, quand même, il faut que tu ailles rendre visite aux grands-parents. Depuis 1948, personne n'a été sur leur tombe. Je descends, et bien entendu, je me perds à plusieurs reprises. À chaque fois que je me suis perdu, donc que j'ai hésité, quelqu'un est sorti très agressif d'une boutique pour me dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Je suis sûr que cet inconnu a compris que je revenais. En fait, qu'est-ce que tu veux, c'est qu'est-ce que tu reviens faire.
il y avait une panique incroyable, et à plusieurs reprises, jusqu'à mon arrivée au cimetière. Quand je suis arrivé au cimetière, j'ai fait les photos d'ailleurs, toutes les plaques des tombes avaient été volées. Donc je n'avais plus aucune trace des tombes de mes grands-parents. Il n'y avait aucun nom. Et dans cette idée de l'absence, le cimetière était devenu également sans nom et anonyme. On revient sans fin à cette question du nom. Tous les noms avaient disparu. On avait enlevé les plaques tombales. Et à ces morts anonymes, peut-être aussi, Marie, par rapport à ce que tu écris dans l'île 3. Oui, ces tombes anonymes, ces cimetières. Quand j'étais à Grenade, j'ai découvert juste en face de l'Alhambra, en fait, le cimetière musulman de Grenade, qui est juste en face de l'Alhambra. C'est, disait le jeune homme qui s'en occupait, c'est le plus bel endroit de Grenade parce qu'à partir de cet endroit-là, on voit l'Alhambra. Voilà. Et c'est un cimetière musulman qui a été complètement fermé pendant des années et des années. Il y a eu une lutte, en fait, dans les années 80, de la communauté musulmane de Grenade pour récupérer ce cimetière historique, en fait, de l'Alhambra. Et je vous passe les détails de la lutte, mais à un moment donné, parce que c'est une terre qui appartient à la fois à la communauté, à la ville, et à la fois à la région. Voilà. Donc c'était très compliqué d'avoir le montage pour que la communauté musulmane ait accès de nouveau à ce cimetière. Et le jeune homme qui me faisait visiter ce cimetière me dit, à la fin, on leur a dit une chose très simple. On leur a dit, vous nous le rendez, ou nous on occupe l'Alhambra. Alors, excusez-moi, on va peut-être s'arrêter parce qu'il y a une autre rencontre à 14h30 où on va continuer à parler de la Palestine d'ailleurs avec Emmanuel Laurentin. On retrouvera avec plaisir et bonheur Elias Sambar demain au Théâtre Garonne à 14h pour continuer à parler avec Jean-Pierre Filu. Avec Jean-Pierre Filu demain à 14h au Théâtre Garonne. Merci à toutes et à tous. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée dans le cadre de la 7e édition du festival L'Histoire à venir qui se tenait du 22 au 26 mai 2024. Réalisée et mise en onde par Radio Radio. Thank you.